Nous sommes en 2005 quand le monde entier découvre ce tube. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Les Pussycat Dolls envahissent les radios, les télés et deviennent en quelques mois l'un des groupes féminins les plus marquants des années 2000. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que ce groupe n'en est pas vraiment un, parce que les Pussycat Dolls, c'est avant tout une marque. Un concept qui existe déjà depuis des années, bien avant l'arrivée de ces filles qui ne sont que des employés sous-payés, surmenés et surtout dans l'ombre d'une personne que tout le monde connaît. Nicole Scherzinger. Entre injustice, tension et surtout gros drame en coulisses, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui elles ne sont plus que 3 et surtout pourquoi certaines ne reviendront jamais. Mais avant de passer à la suite, il faut que je vous parle de quelque chose qui, comme l'histoire de ce groupe, n'est pas très drôle et même assez méconnu. C'est à quel point aujourd'hui toutes nos informations personnelles se baladent sur internet sans qu'on le sache et à quel point ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Aujourd'hui, on sous-estime beaucoup trop le fait que notre numéro de téléphone, notre adresse, notre mail et même des infos sur nos proches peuvent être récupérés et revendus par des personnes mal intentionnées. Et le pire, c'est que pour certaines personnes, c'est leur métier. Oui, il existe des entreprises dont le but c'est de collecter et revendre vos données, que ce soit pour de la pub ciblée sur internet, du démarchage téléphonique ou des spams dans vos mails. Plus vos informations circulent dans votre dos, plus ça augmente les risques d'arnaque ou d'usurpation d'identité. C'est pour ça qu'Incogni est un service vraiment pratique qui s'occupe de supprimer vos données personnelles de différents sites. Alors certes, vous pouvez le faire vous-même, mais ça vous prendrait des dizaines voire des centaines d'heures et vous avez d'autres choses plus intéressantes à faire, genre regarder mes vidéos. Donc autant laisser les experts d'Incogni envoyer les demandes de suppression et de suivi à votre place. Et le premier truc chouette, c'est qu'ils ont même une option de suppression personnalisée. Si vous trouvez une info sur vous quelque part, vous leur envoyez le lien et ils s'occupent de supprimer ça. Et deuxième truc le plus chouette, avec mon lien incogni.com/nostalgique et le code nostalgique en majuscule, vous pouvez profiter de moins 60% sur l'abonnement annuel. C'est sans engagement avec une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours pour pouvoir tester tranquillement. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Nous sommes en 1994 et la femme que vous voyez juste ici s'appelle Christina Applegate. À ce moment-là, elle cartonne dans la série Mariée 2 enfants, ce qui lui permet de fréquenter tout le milieu hollywoodien, les acteurs, les stars des années 90, et il se trouve qu'elle vit en colocation avec une danseuse et chorégraphe qui s'appelle Robin Hentin. Robin, elle, passe ses journées dans le garage de la maison transformée en studio de danse. Elle répète, elle crée des chorés avec ses amies danseuses et parfois Christina les rejoint parce qu'en plus d'être actrice, c'est aussi une excellente danseuse. Petit à petit, Robin commence à créer un vrai spectacle, un univers inspiré du burlesque, qui est un mélange de danse, de théâtre et de sensualité. On est dans quelque chose de très visuel avec des costumes, des personnages, inspirés des cabarets des années 50-60, un peu comme les comédies musicales Chicago ou Cabaret. Il y a toute une esthétique très pin-up avec de la lingerie, des corsets, c'est Robin qui s'occupe de créer les tenues, et elle décide de nommer sa troupe les Pussycat Dolls. Il y a un truc très important à savoir, c'est que les filles qui font partie du groupe à ce moment-là n'ont rien à voir avec le groupe qu'on va connaître dans les années 2000. À une exception près, cette danseuse, Kermit Baccar, qui est là depuis le tout début et qui fera plus tard partie du groupe mondialement connu. À l'époque, elle est déjà très connue comme danseuse, on a pu l'apercevoir dans plein de clips, Ricky Martin, Aaliyah, Beyoncé, et vous allez voir qu'elle va jouer un rôle très important dans la suite de cette histoire. Revenons à Robin. C'est une femme qui est très ambitieuse et elle se dit on va pas rester éternellement dans ce garage. Et ça tombe bien parce que à Los Angeles, il y a un club très prisé, fréquenté par toutes les stars, qui s'appelle le Viper Room, et justement, ils cherchent des nouveaux artistes pour performer sur scène. Robin et les Pussycat Dolls passent l'audition devant le copropriétaire du club qui n'est autre que Johnny Depp. Lui, il est complètement bluffé. Résultat, elle gagne la chance de faire une date, puis une résidence tous les jeudis soirs. Et pendant 8 ans, le show des Pussycat Dolls devient la soirée à ne pas manquer à Hollywood. Tous les jeudis soirs, les plus grandes stars des années 90 viennent voir le show, les acteurs de Friends, Dr. Dre, Marilyn Manson, au point que certaines célébrités veulent elles-mêmes monter sur scène. Et petit à petit, des guests rejoignent la troupe comme Carmen Electra qui deviendra l'une des danseuses principales, et ce qui n'était au départ qu'un spectacle burlesque créé dans un garage va devenir un énorme phénomène aux États-Unis qui va attirer des personnes très influentes dans la musique. On est maintenant en 2002, les Pussycat Dolls deviennent tellement populaires qu'elles ne se produisent plus seulement au Viper Room, mais dans les clubs les plus connus de Los Angeles. Elles font la couverture de Playboy, apparaissent dans des films, des pubs, des émissions télé, et forcément de plus en plus de célébrités veulent faire partie du show. On voit passer Paris Hilton, Cameron Diaz, et même Christina Aguilera qui à ce moment-là sort de l'énorme succès Lady Marmalade. C'est totalement sa DA. Je vous préviens, dans cette vidéo il y aura beaucoup de petites anecdotes, et la première c'est que Christina Aguilera faisait donc partie de temps à autre de la troupe des Pussycat Dolls. Ici on a parmi vous qui ont vu le film Burlesque qui est sorti en 2010 dans lequel elle joue, et le film il a été réalisé par le frère de Robin Hentin, la créatrice des
Pussycat Dolls. Donc voilà, la boucle est bouclée, et il y a une autre star très importante qui va passer par les Pussycat Dolls, c'est Gwen Stefani. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que la toute première danseuse du groupe Kermit Baccar allait avoir de l'importance dans cette histoire, et bah c'est parce que c'est elle qui, après avoir dansé avec Gwen Stefani, va la ramener dans la troupe, et c'est là que tout bascule. Parce que Gwen Stefani va présenter Robin Hentin à 2 producteurs de son label, Jimmy Iovine et Ron Fair, qui voient l'engouement autour des Pussycat Dolls et qui comprennent tout de suite qu'il y a un truc à faire. On est maintenant en 2003, Robin Hentin signe un deal avec le label Interscope, mais ce qu'il signe c'est pas un groupe de filles, c'est la marque Pussycat Dolls. L'idée c'est de développer ce nom comme un concept, une franchise, et à côté de ça, créer un groupe pop destiné à la musique, mais dont le nom et l'identité appartiennent à Robin Hentin. Pour ce groupe de musique, elle ne veut plus de célébrités, que des jolies filles qui surtout savent danser, et puis quand même chanter un petit peu ça serait pas mal. Sauf que le problème c'est que à ce moment-là, il y a plus de 50 filles dans le groupe, donc faut faire un tri. Toi tu vis, toi tu crèves. Pendant toute l'année 2003, elles vont passer par une énorme phase d'audition qui dure 1 an, plateau télé, enregistrement, clip, on teste tout. On regarde ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et petit à petit, le groupe se réduit, 50, puis 20, puis 15, puis 6. Avec une idée assez précise derrière, reprendre les codes du burlesque, avec une figure principale au centre, et les autres derrière. Vous voyez où je veux en venir. Sauf que le problème c'est que pendant les castings, c'était pas aussi clair que ça. On leur parle d'une leader vocale, oui, mais on leur dit aussi... Ne vous inquiétez pas, vous aurez toute votre place dans le groupe, vous allez toutes chanter. Et surtout on leur dit, c'est bien de savoir un petit peu danser parce que ça reste un spectacle. Donc forcément pour certaines ça ne pose aucun problème. Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Kermit Baccar ou Jessica Sutta qui d'ailleurs était apparue dans le clip de Baby Bash, encore une anecdote. Et bah ces filles-là c'était des danseuses à la base, donc ça ne les gênait pas trop d'être mis un peu plus en arrière-plan. Mais pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Melody Thornton, qui n'était pas du tout une danseuse, c'est une chanteuse, qui a une très belle voix d'ailleurs, mais qui débute tout juste à ce moment-là. Et elle arrive dans l'optique de chanter. Sauf qu'au fil des années, elle va vite déchanter, en voyant celle qui va rapidement prendre une place à part dans ce groupe et qui va être mise au rang de leader, Nicole Scherzinger. Durant l'année 2003, tout le monde est assez unanime pour dire que Nicole est clairement celle qui a le plus de crédibilité pour être la leader du groupe. Elle chante, elle danse et surtout, elle a déjà pas mal d'expérience. Elle a gagné Popstar avec le groupe Eden's Crush, elle est partie en tournée avec les NSYNC et elle est aussi apparue dans quelques séries télé, genre Ma famille d'abord. Sauf que le problème, c'est que Nicole ne veut plus du tout faire partie d'un groupe. À ce moment-là, elle cherche justement à lancer sa carrière en solo, elle est persuadée qu'elle peut y arriver toute seule, et au même moment, quelqu'un vient la voir pour lui proposer de rejoindre un groupe. Non, c'était pas les Pussycat Dolls, c'était les Black Eyed Peas. Le gars en question, c'était juste will.i.am. Nicole refuse, elle veut vraiment plus entendre parler de groupe, et finalement, c'est cette fille qui va rejoindre les Black Eyed Peas. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. will.i.am et Nicole restent en bons termes. Il va la recommander à Jimmy Iovine, l'un des 2 producteurs qui fait son casting pour les Pussycat Dolls. Nicole passe les auditions en pensant que c'est pour une carrière solo, sauf qu'encore une fois, on lui propose de rejoindre un groupe. Elle finit par accepter. En interne, on la rassure en lui disant qu'elle sera la leader, qu'elle aura beaucoup de liberté créative, ce qui va être vrai. Et Nicole se dit que si elle ne peut pas être chanteuse solo, elle va faire en sorte que ce groupe devienne quelque part son projet à elle. Le groupe est formé, mais pour passer d'une troupe burlesque à un vrai groupe signé en maison de disques, il faut des chansons calibrées pour la radio. Donc les producteurs changent un petit peu la direction, on garde le côté burlesque, mais on rajoute de la pop et du R&B. Et en à peine 30 jours, toute l'équipe se met en marche pour créer le premier album des Pussycat Dolls. Oui, 30 jours c'est extrêmement court pour créer un album, donc pour ne prendre aucun risque, on ajoute des featuring avec Snoop Dogg, Busta Rhymes, afin de crédibiliser le projet, et puis surtout on fait aussi appel à des faiseurs de tubes, dont un certain CeeLo Green. Lui, il avait composé une chanson quelques mois plus tôt, un titre qui avait d'abord été proposé à d'autres artistes comme les Sugababes ou Paris Hilton, mais elles ont toutes refusé. Avant que ça atterrisse ensuite entre les mains d'une chanteuse signée chez Universal, Tori Alamaze, qui sort ce titre en novembre 2004. I know you want it. I know you want it. It's easy to see. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be with me. Le titre il est sorti, il est passé à la radio, mais ça a pas tellement pris. Et là, Universal décide de prendre une décision assez violente. À peine 6 mois plus tard, alors que Tori est toujours en pleine promo de ce disque, il récupère la chanson et il la donne aux Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Alors je vous laisse imaginer la scène, hein. Imagine t'es en voiture, t'allumes la radio,
et t'entends ta chanson qui est chantée par 6 autres meufs et qui en plus de ça va cartonner dans le monde entier. Allez, encore une petite anecdote. Nicole, quand elle était en studio avec CeeLo Green, il lui fait écouter une chanson en lui disant « Est-ce que vous la voulez pour le groupe ?» Et elle a dit « Non, ça c'est plus ton style, c'est pas le nôtre, toi chante-la, la chanson elle est bien. » Et un jour elle est en voiture, elle allume la radio et l'animateur dit « Voici la nouvelle chanson de Gnarls Barkley. » Alors Nicole elle comprend pas parce que c'était exactement cette chanson que CeeLo Green lui a fait écouter. Du coup elle se dit c'est qui ce mec là, Gnarls Barkley? J'arrive même pas à le dire. Donc si comme Nicole et comme moi vous ne le saviez pas, le chanteur du groupe Gnarls Barkley, c'est dur à dire, et le chanteur CeeLo Green, c'est les mêmes personnes. J'attends une très grosse réaction de votre part parce que j'ai dit à un pote il y a 2 jours, il était là genre quoi? Mais non, je te crois pas. Donc voilà, je veux que vous ayez la même réaction. Voilà, donc c'était une petite anecdote comme ça, il y en a à peu près 45 autres qui arrivent. Le premier single, Don'tcha, devient un énorme succès qui va propulser les filles sur le devant de la scène. Et c'est pas fini, parce que tous les singles issus de cet album vont devenir des énormes tubes. Après le très énergique Don'tcha, il décide de sortir une balade qui était normalement prévue pour Mary J. Blige. Pour le troisième single, ils font appel à will.i.am qui compose une chanson et qui au fil du truc se dit wow, non, elle est trop bien celle-là, je vais la garder pour les Black Eyed Peas. Nicole était tellement dégoûtée que pour se faire pardonner, will.i.am leur compose un autre titre construit à partir d'un sample de même pas 4 secondes. Tu rajoutes des sons bipés pour camoufler leurs gros mots, et ça donne ça. Bref, le premier album, il est vraiment rempli de hits. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose depuis tout à l'heure? Dans toutes les anecdotes de studio là, il n'y a qu'un seul nom qui revient à chaque fois. Nicole. Parce que la vérité, c'est que pour la création de cet album, les autres membres n'étaient pratiquement pas présentes. L'album a été fait en 30 jours, donc quasiment impossible d'enregistrer correctement 6 chanteuses pour 12 titres dans un laps de temps aussi court. C'est donc Nicole qui, selon ses dires, a enregistré 95% des voix de l'album. Melody et Kermit auraient posé quelques voix, et Jessica, Ashley et Kimberly auraient passé 2 jours en studio. Bon, au final, on n'était plus vraiment sur un groupe, Nicole devient le centre de tout, c'est elle qu'on met en avant, c'est elle qu'on entend le plus, et très vite, le public et les médias commencent à le remarquer. Les membres ne sont pas du tout sur un pied d'égalité, et ça commence dès leur contrat. Nicole, elle est considérée comme l'artiste principal, avec son propre management. Et les autres sont considérés comme des salariés de la marque Pussycat Dolls, avec un salaire mensuel de 15 000 $ par mois et un petit pourcentage sur les tournées et le merchandising. Sympa. Et forcément, ce déséquilibre énorme, ajouté à la pression, à la gestion très stricte de Robin Hentin et à la place que prend Nicole, ça va créer des grosses tensions qui vont éclater aux yeux du grand public.
Le premier album des Pussycat Dolls rend le groupe mondialement connu, mais derrière cet énorme succès, le rythme devient complètement infernal. Leur quotidien est assez intense, réveil à 5h du matin, tournée des radios dans la matinée, promo télé l'après-midi, performance sur scène le soir, puis avion pour une autre ville, parfois dans un autre pays, et on recommence le lendemain. Encore une petite anecdote, la première partie quand elles étaient en tournée à ce moment-là, c'était Rihanna. Donc elles bossent énormément, elles font le tour du monde, on les voit dans tous les médias, mais en coulisses, ce qu'elles vivent est très loin du conte de fées. Jessica Sutta expliquera plus tard être tombée dans l'alcool pendant cette période, on leur faisait boire du champagne dès 8h du matin. Nicole Scherzinger, elle, souffrait de troubles du comportement alimentaire, et elle avait beaucoup de mal avec son image. Kimberly Wyatt confiera aussi qu'elle a dû quitter le groupe pendant quelques temps, tellement le stress lui causait des problèmes à l'estomac. Ashley Roberts, de son côté, sera admise en urgence à l'hôpital en pensant faire une rupture d'anévrisme à cause de la surcharge de travail et de la pression constante. Robin lui a même mis la pression pour ne pas y aller parce que le lendemain, fallait prendre un avion pour aller chanter dans un autre pays. Ouais, parce que pendant cette période, elle pouvait faire 3 pays en une journée. Et sur chaque plateau, sur chaque scène, le schéma est toujours le même. Nicole devant, les autres derrière. On leur demande de ne pas parler, de la laisser s'exprimer et surtout de ne pas se plaindre. Parce qu'en réalité, l'artiste du groupe, c'est Nicole. Et on fait comprendre aux autres qu'elles sont remplaçables. Donc si vous voulez garder votre taf, taisez-vous. D'autant plus qu'à la fin de leur première tournée, Robin and Tin annonce vouloir faire évoluer les Pussycat Dolls. Et en 2007, une émission est même lancée pour recruter une nouvelle membre dans le groupe. Pour les filles, c'est vécu un petit peu comme une menace. You guys better stay in line or you will be replaced. Yikes. They even did a show with the CW, Finding the Next Doll. I remember that show. Yeah, I remember that. I feel like it was to intimidate us. Yeah. Dans le même temps, on impose un break dans le groupe, alors pas pour que les filles puissent souffler, mais pour que Nicole puisse lancer sa carrière solo. Elle va préparer un album qui au final ne verra jamais le jour parce que les singles ont tous été des échecs, et c'est précisément à ce moment-là que le conflit va vraiment éclater entre les membres du groupe, celles qu'on ne voit pratiquement pas, et Nicole, les producteurs et Robin. Alors qu'elles sont en train de préparer le deuxième album, la maison de disques prend une décision qui va accentuer les tensions. À ce moment-là, Nicole a déjà enregistré à peu près une centaine de chansons pour un projet solo qui n'a finalement jamais vu le jour. Et pour réduire les coûts, le label décide de récupérer une partie de ces titres et de les intégrer directement dans le deuxième album des Pussycat Dolls. Et forcément, ça a du mal à passer. En coulisses, on essaie de calmer les choses, on leur dit c'est comme dans le sport, il faut toujours qu'il y ait un leader et des joueurs autour pour que le groupe fonctionne. Sauf que plus le temps passe, plus l'écart se creuse, et surtout plus Nicole prend le contrôle. Et cette histoire de chansons de Nicole qui finissent dans le deuxième album des Pussycat Dolls, Kermit Baccar va pas du tout le supporter. Elle qui est là depuis le tout début, finit par quitter le groupe. Elle expliquera plus tard que les conflits constants ont eu raison d'elle et qu'elle ne supportait plus le comportement de Nicole à leur égard. Les filles ne sont donc plus que 5, et en 2008, le deuxième album sort, avec un succès nettement inférieur au premier. When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have groupies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazine. When I grow up, fresh and clean, number one chick when I step out on the scene. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Just might get it. Just might get it. I can't take it any longer. Thought that we were stronger. All we do is linger, slipping through our fingers. I don't wanna try now. All that's left's goodbye to find a way that I can tell you. I hate this part right here. I hate this part right here. To stay another minute, I don't want you. Say a single word, hush, 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 hush. 152e anecdote pour cet album. Nicole va refuser une chanson qu'on leur avait proposée, une chanson qui va finir chez une autre artiste, qui va d'ailleurs aussi faire la première partie de la deuxième tournée des Pussycat Dolls. À ce moment-là, il y a quelque chose qui a été très sous-estimé par Robin and Tin et les producteurs, c'est à quel point les fans avaient chacune leur préférée dans le groupe. Et ces fans vont massivement les défendre. Résultat, sous la pression, on va enfin leur donner un petit peu plus de place. Et sur le deuxième album, Doll Domination, chacune aura même un titre en solo dans la version deluxe. Mais même là, l'équilibre reste bancal parce que à chaque fois, c'est présenté comme Introducing Melody, Introducing Ashley, comme si on les présentait au milieu d'un projet qui reste centré sur Nicole, alors qu'on est quand même sur le deuxième album. Et pendant ce temps-là, Robin and Tin continue d'anticiper, dans l'idée d'étendre la marque et aussi de remplacer facilement des membres si besoin. Elle lance un nouveau groupe issu d'une télé-réalité,
Girlicious. Et c'est en tout début d'année 2009 que tout va vraiment finir par exploser. Après le succès du film Slumdog Millionnaire, les producteurs des Pussycat Dolls veulent adapter le titre J-Ho pour en faire un hit international. Ils demandent à Nicole de réécrire des parties et de l'interpréter, et la chanson va sortir sous le nom Pussycat Dolls featuring Nicole Scherzinger. Et là ça va partir en cacahuète. Les membres comprennent qu'elles ne font même plus semblant d'être un groupe et que tout est mis en place pour lancer la carrière solo de Nicole en la détachant de plus en plus des filles, et c'est Melody qui sera la première à réagir publiquement sur scène dans sa ville natale. Donc inutile de préciser que l'ambiance durant cette tournée elle est chaotique. En plus de ça, Jessica se blesse, donc au final elles sont plus que 4. Et ce qui devait arriver arriva. À la fin de cette tournée, Nicole dit qu'elle se met en pause pour se consacrer à ses projets solo, mais ce qu'elle avait pas prévu c'est que toutes les autres membres du groupe vont également se mettre en pause, définitivement. Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, le management très dur de Robin Hentin, le manque de considération des équipes, le favoritisme évident envers Nicole, et surtout le contrôle qu'elle prend de plus en plus sur le groupe, Ashley, Jessica, Kimberley et Melody arrivent à un point où elles n'en peuvent plus. Alors elles prennent une décision, elles quittent les Pussycat Dolls. Nicole, de son côté, a du mal à cacher son agacement dans les médias quand on lui demande pourquoi tout le monde a quitté le groupe, parce que pour elle c'est un peu comme si elle portait le groupe à bout de bras et que tout le monde la lâchait. Robin de son côté continue d'entretenir sa marque, on remet des nouvelles danseuses autour de Nicole, sauf que ça a pas du tout marché. Et finalement à la fin de l'année 2010, Nicole finit elle aussi par quitter le groupe. Chacune des membres fait carrière de son côté, on met un petit peu ça sous le tapis, les mois passent, tout va bien, jusqu'en 2012 où un documentaire sur l'histoire du groupe est diffusé à la télévision avec les producteurs, Robin Hentin et Nicole qui va se lâcher. But people don't even know the story. They have no idea. I was in center because I was singing. I was the one singing. Oh man, I hope I don't get in trouble for the stuff that I say. Because I never really talked about it. But I'll never forget I finished the album, PCD. And Ron and I brought the girls into the studio and we played it for them. And it was the first time they'd ever heard the music. Do you understand what I'm saying? We played the album for the Pussycat Dolls. It's the first time they'd ever heard the songs. Les autres membres ne vont pas tarder non plus à lui répondre par médias interposés, en se justifiant que si elles n'étaient pas présentes en studio, c'est parce que personne ne les avait appelées, que pendant toutes ces années, beaucoup d'entre elles ont progressé, mais qu'on leur a jamais vraiment laissé l'opportunité de montrer ce qu'elles pouvaient faire. Elles sont aussi unanimes sur un point, Nicole n'a jamais voulu être dans un groupe. Et ces tentatives de carrière solo qui se sont soldées par des échecs ont fragilité à la fois les relations avec le label, mais aussi leurs relations entre elles. Quand je dis échec pour Nicole, c'est surtout échec aux États-Unis parce qu'en Europe, elle a quand même connu quelques succès. Donc voilà, les filles se sont un petit peu toutes lâchées aussi pour dire ce qu'elles avaient à dire. Melody était quand même assez posée dans les interviews. Elle explique qu'elle voulait simplement chanter, vivre de sa passion et qu'elle regrette qu'on ne lui ait pas laissé plus de place et qu'aujourd'hui elle aspire surtout à la paix et qu'elle veut faire ses projets toute seule. Kermit, elle, dit clairement qu'elle pourrait envisager une reformation, mais sans Nicole. Et Jessica dira plus ou moins la même chose avec le temps. Kimberley, de son côté, confirme qu'à la base, Nicole devait être la membre permanente du groupe et que les filles autour d'elle devaient changer à chaque album, sauf qu'ils se sont retrouvés coincés parce qu'ils n'avaient pas anticipé que le public allait s'attacher aux filles derrière. Quand je vous dis qu'à ce moment-là, tout le monde s'est plus ou moins lâché sur Nicole, c'est-à-dire qu'il y a même des meufs qui n'étaient pas dans le groupe qui vont parler. Kaya Jones, qui prétendait faire partie des Pussycat Dolls à leur tout début, affirme dans les médias que les Pussycat Dolls étaient, selon elle, un réseau de prostitution. Elle raconte aussi qu'il s'est passé des grosses dingueries en interne, notamment des abus de la part de certains producteurs. Bon, ça a été confirmé plus tard qu'elle a jamais fait partie du groupe, qu'elle était là juste pendant la phase d'audition. D'ailleurs, les autres membres du groupe n'ont pas soutenu tous ces propos. Bon, et pendant ce temps-là, Robin, qu'est-ce qu'elle fait ?
casting, hein. Elle va à l'agence d'intérim pour aller rechercher des danseuses, on recrute, on remplace, on change les visages, mais on garde la marque, voire on en crée d'autres, et c'est sur ce même modèle qu'elle va construire un nouveau groupe, mais ce projet va s'arrêter brutalement en 2014, une des membres du groupe, Simone Battle, met fin à ses jours à seulement 25 ans. Après ce drame, plusieurs témoignages de son entourage ressortent, il parle d'un environnement de travail très dur, et d'une pression constante avec des filles mises en compétition les unes contre les autres. Tiens. Avant l'annonce récente de leur tournée pour 2026, il y avait déjà eu une tentative de comeback en 2019. Et pour le coup, c'était assez exceptionnel parce que presque tous les membres du groupe étaient revenus, les autres se retrouvent après presque 10 ans sans se voir et décident de repartir ensemble pour une tournée et un nouveau single. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're turning me cool 'cause I'm just wanting you to react. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Premier coup de pas de chance, lors d'un passage télé au Royaume-Uni, elle se mange plus de 400 plaintes des téléspectateurs, qui étaient choqués par leur tenue. Et deuxième coup de pas de chance, Covid. La tournée est reportée plusieurs fois avant d'être annulée. En 2022, Nicole annonce la fin du projet sur Instagram, sauf que, apparemment, elle avait oublié aussi de prévenir les autres. Kermit et Jessica expliquent avoir appris l'annulation via cette story. Personne ne les avait contactés. Jessica ira même plus loin en disant que pendant les rares performances qu'elles ont faites, tout était en playback. Et en fait, tout ça c'est même parti encore plus loin parce que le projet de comeback a fini au tribunal entre Nicole Scherzinger et Robin Hentin. Robin accuse Nicole d'avoir refusé de participer à la tournée. Nicole, elle, voulait renégocier son contrat après les reports liés au Covid, avec plus de contrôle créatif et une part beaucoup plus importante des revenus, 75%, rien que ça. Et il y a quelques semaines, vous avez très certainement vu passer le fait qu'elle reparte en tournée pour cette année, sauf que cette fois-ci, elles sont plus que 3. Kimberley, Ashley et Nicole. Kermit et Melody n'ont pas souhaité revenir, et Jessica, elle, affirme qu'elle n'a même pas été contactée, alors que le projet était en préparation depuis 1 an. Elle pense d'ailleurs avoir été mise de côté à cause de ses paroles publiques sur des sujets sensibles, notamment autour du vaccin. Bon, la chance qu'elles ont aujourd'hui, c'est que on est à fond sur la nostalgie des années 2000 et que les places de concert se vendent comme des petits pains. Leurs dates se sont vendues en seulement quelques minutes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui prévoient d'y aller. Moi, je vous dis la vérité, j'étais chaud pour y aller. Vraiment, j'avais très envie. Jusqu'à ce que je vois les prix, je trouve ça un peu aberrant de mettre plus de 100 balles dans des places de concert pour voir 3 personnes sur scène dont 2 qui ne chantent pas, parce que c'est ça que ça va être, hein. Ça va être Nicole Scherzinger et ses danseuses derrière. Et ça me saoule parce que c'est mon enfance, j'aurais adoré y aller, mais je trouve que si elles reviennent à 3, ça vaut pas ce prix-là. Et puis on n'est pas non plus à l'abri qu'elles se rembrouillent dans 3 mois. Bon, normalement ça devrait pas être le cas parce qu'avec les interviews que j'ai vues, elles ont l'air de plutôt bien s'entendre. D'ailleurs, je trouve que c'est assez inédit, mais Nicole se met vraiment beaucoup plus en retrait. Elle laisse Kimberley et Ashley parler, en espérant que ça reste comme ça. Quand on regarde tout ce qu'il s'est passé en coulisses, on comprend vite que ce groupe ne pouvait pas durer. Déjà parce qu'encore une fois, ce n'est pas un groupe, c'est une marque. Et puis surtout, dans les Pussycat Dolls, il n'y a jamais vraiment eu de dynamique de groupe vocal comme ça pouvait être le cas dans d'autres groupes féminins. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de cohésion. C'était avant tout un show visuel centré autour d'une seule voix. Les Pussycat Dolls appartiennent à Robin Hentin et ce qui compte avant tout pour elles, ce n'est pas la musique, c'est que ça fonctionne et que ça rapporte. Si une formation ne marche pas, on remplace les membres. D'ailleurs, il y a aussi une petite anecdote qui est assez intéressante. Les Pussycat Dolls sont le premier groupe à avoir signé un contrat 360. C'est-à-dire que c'est un contrat où la maison de disques prend une part sur absolument tout. La musique, les tournées, l'image, le merchandising. Elle travaillait énormément pour au final ne pas gagner tant que ça. 15 000 $ par mois, ça peut paraître beaucoup, mais comparé à ce que le groupe générait, c'était vraiment très peu. Et surtout, ça n'a rien à voir avec ce que gagnait Nicole. Avec le recul, certaines disent qu'elles ont accepté un petit peu sans réfléchir. C'était une opportunité énorme. Elles n'osaient pas se plaindre de peur d'être remplacées. Et puis, il y avait une forme de naïveté sur ce que ça impliquait vraiment. On a fait croire à certaines, comme Melody, qu'elles allaient pouvoir chanter, alors qu'en réalité, elles ont été reléguées au second plan au profit de Nicole, qui est une excellente chanteuse. Très impliquée, très perfectionniste, et pour moi il y avait vraiment 2 problèmes. Déjà il y avait un déséquilibre évident entre son niveau et celui des autres, qui n'avaient pas du tout les mêmes capacités vocales, mais en même temps à qui on n'a jamais vraiment laissé la possibilité de progresser ni de s'exprimer. Et deuxième chose, pour moi, Nicole n'est pas une leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui prend toute la place et qui écrase les autres, c'est quelqu'un qui les élève, qui les tire vers le haut et qui les embarque avec lui pour réussir. Elle s'est servie des Pussycat Dolls comme tremplin pour que sa carrière démarre, sauf qu'elle s'est retrouvée à connaître plus de succès dans un format qui ne lui plaisait pas, dans un moment de sa vie aussi où elle arrivait déjà dans la trentaine. Je suis pas du tout en train de dire qu'elle était vieille, mais on sait à quel point cette industrie est dure. Moi je pense que ça a joué sur le fait que sa carrière solo ait mis du temps à décoller. Avant justement l'année dernière où elle a cartonné à Broadway. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos avis. Je voulais aussi particulièrement
particulièrement remercier le sponsor de cette vidéo, Incogni, parce que grâce à eux, j'ai pu passer pas mal de musique. Voilà, je voulais vous faire un petit peu plaisir. J'ai mis des musiques un petit peu plus longues, parce que bah elles ont plein de hits, les Pussycat Dolls, je voulais pas passer juste 5 secondes. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, avec mon lien incogni.com/nostalgique et le code nostalgique en majuscule. Vous pouvez profiter de moins 60% sur l'abonnement annuel, le lien est en description et en commentaire épinglé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.